Bonjour à tous. Du coup, je vous propose de parler aujourd'hui de gouvernance de logiciels libres. Comme hier soir à la table ronde, vous étiez peut-être là à ce moment-là. Donc c'est un peu la continuité de ce que j'ai pu dire sur cette table ronde hier soir. Voilà. Donc moi je m'appelle Damien Mathieu. Je travaille chez Elastic, donc je suis ingénieur logiciel chez Elastic, mais je suis également contributeur OpenTelemetry. Et globalement, j'ai aujourd'hui 99,9, on peut rajouter des 9 je pense, % de mon temps qui est passé sur OpenTelemetry plutôt que sur des produits véritablement de l'entreprise Elastic. À côté de ça, je fais du kayak. D'ailleurs, à Toulouse, on a un super club de kayak et on est peut-être la seule grande métropole à avoir un bassin d'eau vive dans la ville. Donc, ça vaut le coup de le dire, je pense. Et je fais de la cuisine. Voilà. Alors, qui ici maintient un projet open source? Alors, au Capitole du Livre, je suis sûr qu'il y a du monde. Pas tant que ça, quelques-uns, ok, 2, ça marche. Et parmi ceux-là, qui trouve cela gratifiant de maintenir un projet open source? Ok, les deux mêmes, super. Et pourtant, quand on regarde pas mal de petits projets, surtout des petits projets, tels que par exemple Xzi. Donc qu'est-ce que c'est Xzi pour ceux qui ne sauraient pas? Xzi, c'est une librairie de compression de fichiers qui est globalement plus efficiente que WinZip et qui est utilisée beaucoup sur la compression de gestionnaires de dépendance de paquets, donc de logiciels. Donc c'est-à-dire que quand vous réalisez une nouvelle version de votre logiciel, vous allez envoyer cette nouvelle version compressée avec Xzi. Et quand l'utilisateur va télécharger la version, on va la décompresser de Xzi. Donc en mars 2024, un contributeur, un chercheur en sécurité a découvert par hasard, avec des guillemets sur le par hasard, une backdoor dans le projet Xzi, injecté par un agent chinois, donc c'est quand même un problème de sécurité au niveau gouvernemental. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt que l'une des causes de l'injection de cette backdoor est le manque de mainteneur sur le projet Xzi et le fait que le seul mainteneur du projet Xzi était quand même globalement en burn-out et avait des grosses difficultés à maintenir ce projet. De la même manière, en 2016, le mainteneur du projet Leftpad, donc Leftpad c'était un projet écrit en JavaScript, en Node.js, qui permettait globalement d'aligner du texte à droite. Donc ça rajoutait un certain nombre d'espaces à gauche pour que la chaîne de caractères fasse toujours la même longueur et aligner le texte à droite. Et du coup, en 2016, le mainteneur de Leftpad décide du jour au lendemain de supprimer son projet intégralement de GitHub, de NPM, de partout, cassant par ailleurs des milliers de dépendances. Parce que si vous aviez un projet en Node.js qui a une dépendance A, qui a une dépendance B et qui elle-même a Leftpad en dépendance, à ce moment-là, votre dépendance B ne fonctionne plus parce qu'elle ne peut plus télécharger Leftpad, mais du coup, la dépendance A ne fonctionne plus non plus et vous non plus. Sauf que pour corriger le problème, il faut que B release une nouvelle version sans Leftpad, que A release une nouvelle version avec la version mise à jour de B, et que vous fassiez une nouvelle version avec la version mise à jour de A. Ce qui fait quand même beaucoup de contraintes pour pouvoir résoudre un problème de dépendance, de sous-dépendance. À nouveau, le problème de Leftpad, c'était un seul mainteneur qui était globalement en burn-out et qui en a juste eu marre. Donc si on regarde un petit peu sur cet angle-là, on pourrait avoir l'impression que beaucoup de mainteneurs, au moins de petits projets, sont en burn-out. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la discussion globale qui se fait sur ce genre de projet, on va voir beaucoup de choses de ce type-là. Vous connaissez peut-être XKCD, qui est des comics plutôt humoristiques, généralement sur la science ou l'informatique. Et du coup, on voit ici ce petit projet maintenu par une personne au fin fond du Nebraska. Et on peut très bien imaginer sur un mode Jenga de ce qui se passerait si la personne ici décidait d'arrêter de maintenir ce projet. Mais globalement, l'intégralité de l'infrastructure au-dessus va s'effondrer. On parle de ce petit projet-là, mais en fait, si celui-ci s'effondre, le même type de problème va probablement se produire également. Donc, on pourrait supposer qu'il y a un vrai problème, et il y a un problème là-dessus dans le logiciel libre. Mais pourtant, certains projets ont quand même un franc succès. Donc que ce soit, je mets quelques exemples ici, que ce soit Kubernetes, Ruby on Rails, React, Mastodon, Linux, WordPress, Firefox. Certains projets ont véritablement un vrai succès, sont beaucoup utilisés. Donc le libre, j'ai personne à convaincre ici, je pense, le libre, ça fonctionne. Et donc, quel est le secret de ces projets et comment puis-je le reproduire à la maison? Alors déjà, la slide est peut-être mal nommée, mais
Il n'y a pas un secret, il n'y a pas une recette miracle. Et la véritable réponse, c'est bien évidemment, comme souvent dans l'ingénierie, ça dépend. Et chaque projet a véritablement ses solutions à lui. Et notamment, je vais parler d'OpenTelemetry ici. OpenTelemetry fonctionne de manière extrêmement démocratique. Ce n'est pas du tout le cas de beaucoup de projets libres qui fonctionnent également. Donc voilà, je donne un exemple ici avec des pistes ici qui ne sont pas forcément celles que vous souhaiterez accepter par la suite. Donc ce que je vous propose ici dans cette présentation, c'est tout d'abord de vous parler de comment fonctionne OpenTelemetry, la gouvernance d'OpenTelemetry, pas la technique d'OpenTelemetry bien sûr. Ce qui pourra nous amener à comment rendre son projet viable et s'assurer que les projets que l'on utilise sont eux-mêmes viables. Et du coup, s'assurer que les projets que l'on utilise sont eux-mêmes viables, ce qui nous ramène à s'assurer que OpenTelemetry est viable. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que OpenTelemetry? Est-ce que certains ici connaissent déjà OpenTelemetry? Pas du tout? D'accord, très bien. Alors désolé, ça ne va pas être une présentation de comment utiliser OpenTelemetry, c'est vraiment une présentation de comment la gouvernance autour d'OpenTelemetry fonctionne. Donc tout d'abord, OpenTelemetry, c'est un projet de la Cloud Native Computing Foundation, donc la CNCF. Donc la CNCF, c'est, on l'a dit hier soir, c'est une branche de la fondation Linux. Et donc c'est une fondation à but non lucratif qui n'a pas pour but de véritablement taper du code, mais qui a pour but de s'assurer de la bonne viabilité des projets qui sont sous son parapluie. Donc la CNCF a de gros projets tels que Kubernetes, mais beaucoup d'autres également, donc tels qu'OpenTelemetry. Si vous regardez ici les données qu'on a ici, qui sont sur l'activité des principaux projets, de tous les projets de la CNCF, donc entre juillet 2023 et juillet 2024, donc on peut voir déjà qu'il y a beaucoup de projets. OpenTelemetry est là-haut. Donc on peut voir que c'est un projet qui est quand même assez dynamique, assez actif au sein de la CNCF, parce qu'il est quand même assez proche de Kubernetes. Je suppose que beaucoup de monde ici connaissent Kubernetes quand même, parce que c'est plus forcément présenté aujourd'hui. Et donc OpenTelemetry n'est pas un petit projet non plus. Je ne parle pas aujourd'hui de la gouvernance d'un projet de 2 personnes. On considère plutôt, je crois, c'est 800 contributeurs en 2023 à OpenTelemetry. Alors, je vais faire une petite digression ici parce qu'on peut faire dire tout et rien à des statistiques et souvent on a tendance à y faire dire tout avec rien. Donc, je préfère être concret sur les données. Ici, les données en X, il s'agit du nombre de pull requests et d'issues, et en Y, des commits de manière logarithmique. Ici, les commits sont de manière logarithmique pour rendre le graphique visible et lisible, pour voir beaucoup de choses sur beaucoup de projets. Dans le cas d'OpenTelemetry, ça le met un peu en avant parce que ça le rapproche beaucoup de Kubernetes. Si j'affiche les données de manière linéaire, on les ressemble plutôt à ça. Donc on voit quand même que OpenTelemetry est un peu derrière Kubernetes, mais en même temps, ici au niveau des autres projets, c'est complètement illisible, donc c'est beaucoup moins intéressant. Donc OpenTelemetry, c'est une stack de divers projets qui propose des bibliothèques, donc des bibliothèques d'instrumentation. Donc vous allez avoir votre application ici, et vous allez pouvoir faire soit de l'auto-instrumentation, donc injecter du code dans votre application qui va générer de la télémétrie pour vous sans que vous ayez rien à faire, soit en utilisant les API et les SDK, générer vous-même votre télémétrie, donc générer vos logs, vos traces et vos métriques, qui vont par la suite pouvoir être transmis à un service externe, donc que ce soit Jaeger, que ce soit Prometheus ou des services propriétaires, par exemple Elastic, mais bien d'autres. Mais vous allez également pouvoir, OpenTelemetry fournit un collecteur ici qui va pouvoir se clipser à l'intérieur de votre infrastructure, récupérer et mutualiser du coup l'intégralité de vos données de télémétrie avant de les renvoyer à nouveau vers un service externe. À quoi est-ce que ça sert? Ça sert à pouvoir déjà simplifier les processus d'authentification au niveau de vos applications. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous préoccuper de tokens d'authentification sur chacun des services externes où vous envoyez la télémétrie. Vous vous préoccupez juste de l'authentification au collecteur qui est en interne. Donc on peut faire de l'authentification SSL assez simple, qui lui va être le seul à avoir les credentials qui vont bien pour envoyer au service de visualisation externe. Mais le collecteur va du coup également être capable de faire par exemple du sampling plus généralisé sur l'intégralité de vos services, chose qui ne serait pas possible si vous envoyez directement les données sur les services externes. Donc les librairies et le collecteur sont globalement le gros de ce que fournit OpenTelemetry.
OpenTelemetry globalement fournit tout ce qui va vous permettre de générer des données de télémétrie, pas de les afficher. Et donc derrière, une fois que vous avez généré vos données de télémétrie, vous pouvez les afficher dans votre service externe, tel que ici Elastic, afin d'observer le comportement d'une application. Donc ici, on a la visualisation d'une requête HTTP faisant appel à plusieurs microservices. Donc on a l'intégralité de notre requête ici, on a une méthode ici, on a un deuxième service en bleu, un troisième en rouge, etc. Voilà, on n'a pas forcément l'intérêt d'aller voir sur le détail de ce que c'est une trace, mais ça permet de comprendre un peu mieux que fait OpenTelemetry. Comment est-ce que ça fonctionne donc? Comment on construit un tel monstre? Donc, ce que je disais tout à l'heure, 800 contributeurs sur 2023 en 5 ans, parce que OpenTelemetry c'est un projet qui existe depuis 2019, sans que tout n'explose, et bien évidemment en évitant à nouveau ceci, parce que si c'est pour revenir sur les écueils dont je parlais tout à l'heure, c'est pas forcément intéressant. Donc déjà, OpenTelemetry, c'est intéressant de diviser les choses en éléments atomiques. OpenTelemetry, c'est pas un projet en lui-même, c'est un méta-projet qui est constitué de multitudes d'autres projets, d'autres bases de code en elles-mêmes. Et donc, chacune de ces bases de code, chacun de ces projets est divisé en sous-projets qu'on appelle des SIG, donc Special Interest Groups. On va avoir plusieurs SIG différentes. On va avoir par exemple OTLP, qui est un protocole protobuf permettant de transmettre les données de télémétrie à travers le réseau. Donc en gros, ça permet d'avoir une convention unique de transmission des données de télémétrie qui est à la base implémentée par OpenTelemetry, mais qui aujourd'hui est acceptée par de plus en plus de vendors. Vous allez avoir également, j'en ai parlé tout à l'heure, un collecteur, donc qui est une SIG également, qui permet l'ingestion, la transformation et l'export de données. Et du coup permet beaucoup plus de, par exemple, vous allez envoyer au collecteur vos traces et générer à la volée des métriques par rapport à vos traces. Donc vous n'avez plus à forcément vous préoccuper de générer des métriques dans l'application. Vous envoyez les données brutes des traces au collecteur qui lui va générer les métriques permettant de faire l'agrégation des données. Vous allez également avoir une SIG de convention sémantique. Donc les conventions sémantiques permettent véritablement la standardisation des données de télémétrie et vont par exemple standardiser certains noms de données tels que le fait que si vous envoyez une requête HTTP, vous allez avoir de la télémétrie sur la réponse à cette requête HTTP que vous avez envoyée. Et on va avoir du coup le standard disant que si vous stockez le code de requête, le code de réponse HTTP, ça sera toujours http.response.statuscode. Ça permet du coup de générer des dashboards génériques. Vous allez toujours avoir la même valeur qui a la même signification et également des alertes génériques. Et vous n'allez pas avoir une application qui va avoir ses propres significations et une autre application qui va définir d'autres conventions. À côté de ça, vous avez d'autres projets transversaux. Donc tels que la communication qui va être la gestion du blog, l'expérience contributeur, donc c'est l'expérience des développeurs du projet. L'expérience développeur, ça va être l'expérience des utilisateurs finaux du projet. Et enfin, c'est là que je vais aller creuser un petit peu plus loin, vous allez avoir des cycles d'implémentation qui, elles, font véritablement la base de code et du coup qui écrivent les implémentations dans chacun des langages maintenus par OpenTelemetry. Donc je les ai tous listés ici, que ce soit Ruby, Swift, Python, .NET, Erlang, Go, JavaScript, Android, C++, PHP, Rust ou Java. À quoi ça ressemble? Donc j'ai un petit exemple ici en Go. Donc vous allez avoir ici, sur mon petit exemple en Go, on va récupérer un tracer, donc qui en gros récupère la configuration OpenTelemetry qui va être stockée dans un objet global. Et qui va en gros dire le tracer global ici, il va, les données de télémétrie que je lui transmets, il va les envoyer à tel endroit. Ici, j'ai une méthode qui lance un dé, donc on génère un nombre aléatoire entre n et n. Et du coup, la seule chose que fait la méthode, c'est générer un nombre aléatoire. Mais au début de celle-ci, on démarre un span qui dit ma méthode démarre ici. En Go, le terme differ permet de dire ce code-là est exécuté à la fin de la méthode, après le return. Et donc on dit à la fin de ma méthode, je termine le span. Et du coup, notre télémétrie ici permet de générer le fait de dire ma méthode, elle démarre à tel endroit, elle termine à tel endroit, et on sait ce qui se passe dedans puisqu'on l'appelle roll. Si j'exécute une requête HTTP qui exécute cette méthode 10 fois, je vais pouvoir afficher ces données de télémétrie. Alors c'est pas hyper intéressant au niveau véritablement affichage ici, puisque on ne fait que générer un nombre aléatoire, on ne fait rien du tout, donc ça dure 0 nanosecondes à chaque fois.
Et on a une méthode qui dure 60 nanosecondes. Donc en fait, on a plus le langage et le garbage collector qui vont nous embêter ici pour avoir des données visibles. Mais ça permet juste de donner un exemple de génération de télémétrie et de son affichage. De la même manière, parce que les implémentations existent du coup dans une dizaine de langages, si on prend l'exemple en JavaScript, ce qui nous intéresse ici, ça va surtout être de voir les points communs et les différences. Donc, le point commun principal, c'est qu'on récupère un tracer de la même manière, on génère un span et on le termine de la même manière. La différence, elle va être principalement au niveau de la gestion du contexte, qui est qu'en Go, on a forcément un contexte explicite, parce que Go n'a pas la possibilité de stocker un contexte et de le passer de méthode à méthode en dehors d'une manière explicite. Donc si on revient sur mon code Go avant, on voit qu'on a un contexte ici qu'on transmet là, alors qu'en JavaScript, on peut avoir le contexte directement passé de manière implicite à travers cette méthode. C'est intéressant parce que ça veut dire que OpenTelemetry cherche fortement à avoir des librairies qui sont extrêmement similaires les unes avec les autres, parce que c'est un seul projet. Si on avait chaque librairie qui fait les choses un peu dans son coin en se disant « Ah bah, moi, tel problème, je le résous de telle manière », et telle autre librairie qui dit « Moi, le même problème, je le résous de manière complètement différente », bah, c'est plus un projet avec 10 librairies différentes, c'est 10 projets différents. Et du coup, l'idée est quand même d'avoir des librairies qui fonctionnent toutes de la même manière, de manière à ce que si j'écris une application en Go et le lendemain que je passe sur du Node, bah, je connais OpenTelemetry et je suis capable de passer d'un langage à l'autre assez aisément, tout en respectant les conventions et le fonctionnement du langage, d'où le principe du contexte explicite ou implicite ici. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'au final, on arrive à de la synchronisation entre 10 implémentations différentes. Ça fait quand même plus de 10 possibilités différentes qu'il y ait du bordel. Voilà. Donc la manière dont OpenTelemetry gère cela, c'est en écrivant simplement des spécifications. Simplement. Alors on ne parle pas ici de spécifications d'architecture ou de design véritablement, d'idées sur la manière dont on va implémenter ça, ou ni même de cycle en V. Donc l'idée n'est pas du tout de rédiger l'intégralité des spécifications en amont et ensuite de faire l'implémentation. L'idée est véritablement de faire les deux en même temps. Mais ces spécifications permettent véritablement d'avoir des librairies qui fonctionnent toutes de la même manière. Elles sont la source de référence, bien évidemment, et dans le doute, c'est toujours la spécification qui a raison. Et il y a une limite à ça, et trop de spec détruit la spec. Du coup, une bonne règle, c'est la règle de 3. C'est-à-dire que si 3 implémentations ont le même besoin ou le même doute, alors une modification ou un ajout à la spécification peut être nécessaire. Prenons un exemple. Mettons que je souhaite définir une implémentation, une spécification implémentant ce pseudocode. Donc on dit qu'on veut une interface animale. Donc toute librairie qui va mettre en place mon implémentation va être invitée à définir une classe qui implémente cette interface animale, qui va avoir 2 méthodes. Une méthode retournant le nom de l'animal. Donc si je dis un chien, ça peut être Roger ou Poupou. Et si oui ou non l'animal a atteint son âge adulte. De manière assez naïve, on a déjà notre spécification ici avec ce pseudocode. Puisque notre pseudocode, il dit déjà à nos implémentations, et ben voilà, l'implémentation, elle doit ressembler à ça. Et voilà, donc de manière assez naïve, notre spécification, elle existe. Malheureusement, le pseudocode, il ne va pas être suffisamment clair pour avoir l'intégralité des besoins qu'on a ici, parce que si je fais mon implémentation en Ruby, je n'ai pas de notion d'interface. Donc, je vais faire une classe vide qui va ici définir mon interface. Donc déjà, name, je ne donne pas de majuscule, parce qu'en Ruby, la convention dit que toutes les méthodes commencent par une minuscule. Et de la même manière, ma deuxième méthode isAdults, elle est devenue adulte pour l'interrogation, parce que la convention en Ruby est que une méthode qui retourne un booléen, on la termine juste par un point d'interrogation. En Go, je vais rajouter une contrainte ici, c'est qu'on a d'abord mis en place la méthode name, on a fait une release stable de notre spécification, et ensuite on veut rajouter la méthode isAdult. En Go, on ne va pas pouvoir avoir une seule interface. Parce que si je rajoute une seule interface avec mes 2 méthodes, eh ben c'est un breaking change. Parce que toute implémentation de mon interface, n'implémentant pas cette méthode ici, va devoir
ces précédentes versions ne seront pas du tout compatibles avec la nouvelle version. Ça veut dire que si on veut faire du semantic versioning, eh ben on doit faire une V2. Ce qui franchement, pour ajouter une nouvelle méthode, c'est un peu ballot. Donc en Go, on va définir une deuxième interface qui va se rajouter à la première. Et on va être capable de dire, tout doit implémenter l'interface principale. Pardon. Et on va vérifier si le code implémente ou pas l'interface secondaire. Et s'il ne l'implémente pas, eh ben on va avoir une valeur par défaut. Ce qui va nous permettre d'éviter d'avoir un breaking change dans le rajout à notre spécification, à notre implémentation ici. Et du coup favoriser l'implémentation par les librairies. Ça veut dire que notre pseudocode ici, il ne fonctionne pas. Il n'est pas suffisamment explicite, il n'est pas suffisamment à la fois déclaratif et en même temps pas assez souple. Heureusement pour nous, les êtres humains ont inventé un truc qui est génial, qu'on a inventé il y a 4000 ans, donc c'est pas non plus récent, et qui s'appelle la littérature. Donc on va utiliser des mots au lieu d'utiliser du pseudocode pour définir notre spécification. Donc là ici on a la spécification de l'animal. Comment est-ce que ça marche? On lui donne juste un titre, on dit que c'est un animal. Alors je l'ai mis en anglais parce que vous allez voir, c'est plus simple au niveau notamment d'un principe de déclaration explicite. Par la suite, on définit juste un contexte. On dit qu'un animal est responsable pour décrire ce que c'est qu'un animal. Voilà. Et ensuite, on va définir la spécification de notre méthode name. Donc on dit qu'un animal doit impérativement, c'est pour ça que je l'ai mis en anglais, parce que le must est décrit par une RFC spécifique, et du coup la traduction en français aurait été un peu compliquée. Donc un animal doit impérativement fournir une méthode permettant de retourner le nom de l'animal. Donc vous noterez qu'on ne précise pas explicitement comment doit s'appeler la méthode. On dit juste que, quoi qu'il arrive, l'implémentation doit fournir cette méthode-là. Et de la même manière, un animal devrait fournir, donc doit faire le maximum qu'il peut pour fournir cette méthode qui retourne si oui ou non un animal a atteint son âge adulte. À nouveau, on ne définit pas explicitement comment doit s'appeler cette méthode, on dit juste qu'elle doit être présente au maximum. Si dans certains contextes de certains langages, ce n'est pas nécessaire ou que ce n'est pas approprié, l'implémentation n'a pas besoin de le faire. Dans quel cas est-ce que ça va se mettre en place ici, le should? Ça va être dans le cas du contexte dont je parlais tout à l'heure, ou un langage qui va avoir un contexte forcément explicite, on va le dire que le langage should fournir un contexte de manière à la méthode, et que si ce n'est pas nécessaire, bah, du coup, il n'y a pas besoin de le fournir. Alors, attention, n'allez pas vous dire forcément, ah bah, il a parlé de spécifications, je vais aller m'amuser à écrire des spécifications sur l'intégralité du code que j'écris. Les spécifications ne sont pas forcément indispensables si vous n'avez pas besoin de coordination entre de multiples personnes. C'est-à-dire que si vous écrivez une librairie qui va avoir une seule implémentation, bah en fait votre spécification c'est déjà votre code. Dans le cas d'OpenTelemetry, on a besoin d'écrire des spécifications pour la coordination entre une dizaine d'implémentations différentes. Dans le cas du collecteur dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de spécification écrite pour le comportement du collecteur. Puisque le collecteur il est unique, la spécification du collecteur, c'est le code du collecteur. Il est déjà assez compliqué de maintenir des docs à jour. La spécification est également compliquée à maintenir à jour, donc ça ne sert à rien de se rajouter des bâtons dans les pieds en écrivant de manière inutile les spécifications. À nouveau, ne réinventons pas le cycle en V en faisant la même chose partout. Alors, ce n'est pas forcément le sujet de la présentation d'aller plus loin sur les spécifications, mais écrire des bonnes specs est une compétence que je vous recommande forcément d'apprendre, même si vous n'en avez pas forcément besoin pour la spec, mais juste pour écrire, par exemple, des documents d'architecture technique. Ça peut toujours être intéressant d'avoir au moins cette logique et cette rigueur qui est sur les spécifications. Mais en soi, ça pourrait être sa propre présentation, donc peut-être l'année prochaine au Capitole du Libre ou à une autre conférence. Revenons à nos implémentations. Comment est-ce que, en soi, en interne, chaque cycle d'implémentation, et les autres d'ailleurs, fonctionne et travaille en elle-même pour travailler de manière efficace à l'intérieur du projet dans son ensemble. Je vais vous parler ici de la SIG Go qui maintient la librairie Go, la bibliothèque Go. Alors je vous parle de celle-là parce que je suis mainteneur de cette SIG. Du coup, c'est un peu celle que je connais le mieux. Mais les autres SIG fonctionnent globalement de manière similaire. Donc je vous en ai montré tout à l'heure, la SIG fournit une bibliothèque qui fournit une librairie de télémétrie permettant de générer des traces télémétriques et des logs. Donc
Donc, je ne reviens pas sur cet exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui montre comment on peut utiliser cette librairie. La SIG fournit également une liste de bibliothèques qui permettent de se connecter à d'autres, permettant de faire de l'auto-instrumentation, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, en Go, connecter un middleware qui s'appelle Hotel HTTP, et sur chaque serveur HTTP que vous allez créer, qui va être capable de recevoir des requêtes HTTP, vous allez du coup avoir automatiquement de la télémétrie générée, sans que vous ayez besoin vous-même de vous préoccuper de comment est-ce que je nomme mes spans, quels attributs je donne à mes métriques, ou comment est-ce que je nomme mes métriques, etc. La librairie est générée, la télémétrie est générée de manière automatique. La SIG est assez active de manière, ce que je disais tout à l'heure, OpenTelemetry en soi lui-même est quand même globalement assez active. Donc sur le mois d'octobre, on a eu 46 commits par 17 personnes différentes. Le 17 personnes différentes est assez intéressant parce que du coup, de manière à dire que ce n'est pas juste 3 personnes qui contribuent dans leur coin ou une personne au fin fond du Nebraska. Mais de la même manière, chaque contributeur n'est pas un mainteneur. Tout le monde peut en devenir un, mais la plupart des contributeurs, comme sur beaucoup de projets, viennent pour faire une contribution et ne reviennent jamais derrière. C'est pourquoi la SIG, et je pense que c'est quelque chose que peut-être plus de projets auraient intérêt à faire, liste explicitement et documente explicitement la liste des mainteneurs actifs ainsi que leur grade, alors grade avec des énormes guillemets, mais également ce que signifient les grades. C'est-à-dire que chaque membre d'OpenTelemetry, chaque contributeur à OpenTelemetry va commencer en étant juste contributeur, donc juste en faisant une contribution, donc tout le monde est libre de faire une contribution, va par la suite avoir la possibilité de demander à être membre de l'organisation GitHub. Ça n'apporte strictement rien, mis à part avoir le logo d'OpenTelemetry sur son profil GitHub. Au fur et à mesure de contribution sur une SIG, le contributeur va pouvoir devenir triageur, qui va lui permettre du coup de fermer des issues, d'assigner des labels, etc. Ensuite, va pouvoir devenir approver, qui lui permet d'approuver une pull request, mais pas de l'émerger. Et enfin, les mainteneurs, qui peuvent merger les pull requests, mais dont le véritable rôle est plutôt de définir les priorités de la SIG. Alors, je mentionne ça parce que je trouve que c'est un point extrêmement important de documenter les barrières d'entrée dans un projet, ou plutôt les marches d'accession à un projet. Et ça permet au final, moi j'ai vu pas mal de projets libres où on est contributeur pendant des années, et puis un jour, du jour au lendemain, on te dit « Ah bah tiens, tu as été contributeur pendant longtemps, est-ce que tu as envie de devenir mainteneur ?» Ou alors, potentiellement d'avoir des étapes un peu plus élevées, mais sans qu'elles soient véritablement documentées, ou que ça se passe un petit peu de manière obscure, en gros, bah celui-là je l'aime bien, ou il a fait pas mal de contributions. Au final, le fait d'avoir une véritable documentation sur quelles sont les attentes, non seulement pour accéder à cette marche, mais également qu'est-ce qu'on attend d'une personne quand elle a ce rôle-là, permettent au final, je trouve, de manière beaucoup plus claire, de dire aux nouveaux arrivants, eh ben voilà, vous avez envie de contribuer au projet, vous avez envie de participer, vous avez envie de vous investir, voilà comment faire, et voilà ce que nous on attend. De la même manière, chaque SIG se retrouve régulièrement de manière synchrone pour discuter des problèmes potentiellement bloquants ou obtenir un consensus difficile à trouver. Alors on le sait, la communication est reine, et au final, avoir uniquement de la communication asynchrone, parce que beaucoup de projets libres font uniquement ou quasi uniquement de la communication asynchrone, voire en ayant de la communication synchrone que entre les mainteneurs. Donc ici, c'est une capture d'écran d'un Zoom de la SIG Go, qui est ouvert à toute personne, contributeur ou pas. N'importe qui peut venir se joindre spontanément à la réunion qui a lieu une fois par semaine. J'ai bien évidemment pris le screenshot avec l'autorisation des participants. Et ce que ça permet, c'est que non seulement ça peut permettre à un nouveau contributeur d'arriver assez rapidement dans le projet en disant bah voilà, où est-ce que vous avez besoin d'aide. Ça permet également aux contributeurs actifs de débloquer un problème beaucoup plus rapidement qu'en n'ayant que de la communication asynchrone. Si on communique que par email ou que par issue, bah au final, on va discuter pendant une semaine par communication asynchrone interposée, alors que régulièrement, en 3 minutes sur une vidéo, on peut résoudre le problème qui va prendre une semaine à résoudre de manière asynchrone.
Voilà pour la présentation des SIG et du projet OpenTelemetry en général. Alors là, maintenant, peut-être que vous allez me dire, ok, mais t'es gentil, mais les SIG, elles fonctionnent en elles-mêmes. Il y a forcément une coordination plus générale dans le projet. Et on en parle souvent, on en a pas mal parlé hier soir d'ailleurs, on parle souvent des projets libres qui sont au final gérés par un dictateur bienveillant. Alors moi j'ai dit hier soir que le système du dictateur bienveillant, personnellement j'y crois pas, et qu'il y a véritablement la possibilité de faire des manières beaucoup plus démocratiques avec des décisions collégiales et pas une seule personne qui au final a le dernier mot sur tout. Du coup, OpenTelemetry, qui fonctionne de manière assez collégiale et assez démocratique, fonctionne avec deux comités, le comité technique et le comité de gouvernance, qui ont du coup ce rôle de coordination plus globale sur l'intégralité du projet. Donc le comité technique va avoir, de par son nom, la coordination technique du projet, et le comité de gouvernance va être l'équivalent du pouvoir exécutif, et va avoir plutôt la coordination de la vision et des missions du projet. Donc le comité technique définit le processus de développement et les standards. Mais ils sont également là pour être présents en cas de problème de médiation technique. Donc si deux SIG ou deux contributeurs ont un problème, un désaccord technique, le comité technique va potentiellement pouvoir être présent pour résoudre ou juste trancher sur ce problème technique. À nouveau, c'est un comité, il y a une dizaine de personnes qui en sont membres. Ce n'est pas une seule personne dans son coin qui prend la décision. Le comité de gouvernance, de par son nom, a comme rôle de définir la structure de gouvernance, c'est-à-dire qu'il maintienne la vision, les valeurs et les objectifs du projet. Donc, par exemple, il y a eu pas mal de discussions dernièrement sur est-ce qu'OpenTelemetry devrait fournir un outil desktop, donc un outil pour tourner sur les machines de développement, qui permettrait de récupérer la télémétrie générée en développement et du coup de la visualiser. Et le comité de gouvernance, la décision a été de dire que non, ça ne fait pas partie de la mission d'OpenTelemetry que de visualiser la donnée. La mission d'OpenTelemetry, c'est uniquement de la générer. Et il existe des outils ouverts qui ne sont pas forcément pensés pour ça à la base, mais qui peuvent tourner sur des machines de développement pour visualiser les données. Donc, le comité de gouvernance, son rôle est là. Les deux comités sont élus, d'où le côté plus démocratique. Alors, le comité technique est élu par ses pairs, donc c'est peut-être le moins démocratique des deux, mais en même temps, l'idée est quand même d'avoir des gens qui sont experts sur le projet, c'est un peu des architectes techniques du projet, donc on ne va pas aller élire n'importe qui non plus. Et donc le comité technique élit les nouveaux membres du comité technique à travers eux-mêmes. Donc c'est les membres du comité technique qui choisissent les nouveaux membres actuels. Le comité de gouvernance, lui, est élu par l'intégralité de la communauté. Donc toute personne qui a contribué au projet dans la dernière année peut voter sur l'élection de l'année pour le comité de gouvernance, en sachant que les membres sont élus pour 2 ans, avec un renouvellement de la moitié du comité chaque année. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet véritablement d'avoir une rotation dans ce comité de gouvernance, une vision différente. Et l'année dernière, pour la première fois, alors qu'auparavant, le comité de gouvernance n'était constitué que de personnes expertes un peu sur l'observabilité et de développeurs d'OpenTelemetry. Pour la première fois l'an dernier, le comité de gouvernance a accueilli des personnes qui ne sont pas développeurs d'outils de télémétrie, mais qui sont utilisateurs d'outils de télémétrie et qui du coup amènent en tant qu'end-user une vision véritablement différente à ce comité de gouvernance. A contrario, le but de ces comités n'est pas du tout d'être des architectes dans une tour d'ivoire ou alors Sauron sur Barad-dûr. Et c'est pourquoi chaque SIG a également comme rôle, chaque SIG a également besoin de 2 sponsors qui seront membres de l'un ou de l'autre des comités et dont le rôle ne sera pas d'être présent dans l'intégralité des décisions de la SIG, mais dont le rôle sera de s'assurer que la SIG est viable, que la SIG fonctionne correctement. Et du coup, ce qui leur permet de rester un peu les mains dans le cambouis en continuant à travailler véritablement sur le projet et pas en ayant juste une vue à 10 000 mètres d'altitude. Voilà pour un peu la présentation de ce qu'est OpenTelemetry, ou du moins ce qu'est la gouvernance d'OpenTelemetry et comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, je vous l'ai promis au début, comment est-ce qu'on peut utiliser un petit peu cette notion pour rendre son propre projet viable et s'assurer que les projets que l'on utilise sont eux-mêmes viables. Donc tout d'abord, à nouveau, je le répète, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de recette miracle.
Et ça va véritablement dépendre de votre projet, de vos choix. Et si vous choisissez d'être un dictateur bienveillant sur votre projet, je ne vous en voudrais pas, je ne vous juge pas non plus. La première question, ça va effectivement être quel est l'objectif du projet? En sachant que cet objectif peut changer avec le temps. Il y a plein de projets qui démarrent avec un objectif et qui continuent avec un autre. Donc est-ce que l'objectif de projet, ça va être la découverte ou l'apprentissage? Votre objectif, ça peut être d'apprendre une nouvelle technologie, d'apprendre une nouvelle technique. Et une des meilleures manières pour ça, c'est de taper du code et de mettre en place un projet. Et si vous ouvrez ce projet, c'est génial. L'objectif ici, c'est juste pour vous de découvrir. C'est probablement pas un projet qui ira en production. Donc déjà, si vous hésitez, j'ai juste envie de dire, en fait, allez-y, hein, parce que l'objectif, c'est d'apprendre. Donc il n'y a pas de question à se poser plus que ça. Par contre, n'oubliez pas qu'il est tout à fait normal pour un projet d'apprentissage de disparaître. Documentez-le de manière à éviter quelque chose du même type que DevPad, ou parce que vous avez choisi d'arrêter d'apprendre cette technique, ou parce que votre apprentissage veut dire que vous arrêtez de développer ce projet mais que vous passez sur un autre projet. Documentez dès le début que c'est un projet qui n'est pas fait pour être utilisé en production et qui peut disparaître du jour au lendemain sans avertissement. Et surtout, amusez-vous, parce que effectivement, si l'objectif c'est la découverte et l'apprentissage, l'objectif c'est de s'amuser et d'apprendre. Maintenant, peut-être qu'après plusieurs analyses, vous avez déterminé qu'une technologie qui n'existe pas, ou alors qui existe uniquement de manière propriétaire, vaut le coup d'être développée. Et vaut le coup d'investir dans son développement pour aller en production. Alors déjà, félicitations, parce que ça demande beaucoup de courage de se lancer sur un projet neuf dont le but est directement d'aller en production. La plupart des projets démarrent effectivement plutôt en mode découverte, apprentissage ou juste test et évoluent vers de la production. Et du coup, comme le dit Gandalf à Frodon, c'est très dangereux de passer le pas de sa porte parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver et où est-ce qu'on va mettre les pieds. C'est pareil quand on se lance sur un nouveau projet, qu'il soit libre. La première chose, ce n'est pas le cas de tous les projets libres, mais moi, mon expérience, notamment avec OpenTelemetry, c'est que j'aurais envie de vous dire, surtout si vous lancez un projet pour un besoin que vous avez au travail avec votre employeur, c'est trouver un sponsor. Ne travaillez pas sur ce projet le soir et les week-ends. C'est peut-être, en tout cas pour moi, s'il y a une chose à retenir sur la viabilité d'un projet libre utilisé par les entreprises. C'est assez différent si votre projet libre va être utilisé par le grand public et jamais par les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de projets grand public qui sont également utilisés par les entreprises. C'est que si vous utilisez un projet libre utilisé par les entreprises que vous développez le soir et le week-end, bah, au final, c'est un peu de l'abus d'être humain, je trouve, parce que vous fournissez du travail gratuit à des entreprises qui vont faire de l'argent sur votre travail. La deuxième chose, c'est commencer dès le départ à construire une communauté. C'est très facile d'écrire du code en fait. Et surtout si vous avez une vision sur votre projet, vous avez probablement déjà une vision de quoi faire, que doit faire de votre projet et comment résoudre les problématiques. Vous n'êtes probablement pas en train véritablement de faire de la recherche scientifique. Vous savez probablement ce que vous cherchez à faire. Et du coup, la difficulté n'est pas de taper du code, la difficulté est de construire une communauté de manière à ce que vous soyez seul sur le projet le moins longtemps possible. Et du coup, construire une communauté dès le départ. Comment? Alors, il y a plein de choses possibles à faire. J'en ai cité deux ici. La première chose, c'est ne résolvez pas les problèmes faciles, du moins pas tout de suite. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur votre projet en disant « j'ai tel bug » ou « j'ai tel problème que le projet ne fait pas » et où vous êtes d'accord que le projet devrait le faire, mais en même temps, c'est trivial à faire. Bah, ne le faites pas. Parce que vous, en tant que mainteneur du projet, votre véritable rôle, il est de définir la vision et de résoudre les problématiques complexes du projet. Toute problématique facile à résoudre est une super porte d'entrée dans le projet pour tout contributeur qui souhaiterait arriver et commencer à participer au projet. Laissez-leur ces choses faciles-là. Concentrez-vous sur les choses difficiles parce que vous connaissez bien le projet. La deuxième, c'est apprenez à dire non plus souvent que vous ne dites oui. Parce que c'est très facile de revenir sur une décision quand vous avez dit non. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive en disant votre projet, il faudrait qu'il fasse telle fonctionnalité. C'est beaucoup plus facile si vous avez dit non au départ et qu'il y a d'autres personnes qui reviennent par la suite qui disent bah non, en fait, moi je trouve aussi qu'on devrait le faire. Ou alors que la personne à l'origine vous fait changer d'avis avec d'autres arguments. C'est beaucoup plus facile de changer d'avis du non vers le oui. Alors que si vous dites oui
que vous mettez en place la fonctionnalité, ben vous êtes coincé avec. Même si vous choisissez de faire une V2 en retirant une fonctionnalité, eh ben vous allez avoir tous les utilisateurs qui se basent sur la fonctionnalité, qui vont vous dire « Ah bah non, moi j'ai besoin de ta fonctionnalité, sinon ton projet ne marche pas pour moi. » Et donc soit ils ne mettront pas à jour, soit ils arrêteront, ils utiliseront autre chose, soit ils iront forquer. Donc c'est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui, et de dire non quitte à dire oui par la suite. N'oubliez pas non plus de ne pas trop vous prendre la tête. À nouveau, si vous vous lancez sur un nouveau projet en production, il peut potentiellement disparaître, être remplacé par autre chose, ou exploser. Exploser dans le sens devenir extrêmement populaire. Ne vous prenez pas non plus trop la tête au démarrage du projet. Ça ne sert à rien, on ne cherche pas tout de suite à devenir le nouveau Firefox ou le nouveau Linux dès le démarrage du projet. Ces projets-là ne sont pas devenus ce qu'ils sont du jour au lendemain, évidemment. Enfin, est-ce que vous utilisez des projets libres? Alors en fait, j'ai envie de dire que vous en utilisez forcément. Bon, déjà parce qu'on est au Capitole du Libre et que je pense que le public ici est déjà sensibilisé à ça. Mais même si vous n'êtes pas sensibilisé au logiciel libre, vous en utilisez forcément, que ce soit professionnellement ou personnellement parlant, donc que ce soit Linux, Docker, Firefox, WordPress qui fait quand même tourner 40% du web, Kubernetes ou plein d'autres. Donc déjà, félicitations parce que vous faites déjà partie de la communauté de l'open source et ça c'est cool. Je pense qu'il y a moyen déjà de se féliciter de ça. On pourrait se dire, logiciel libre, dans beaucoup de cas, libre ça veut dire gratuit. Dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas bien évidemment. Et qui veut dire gratuit oula. Pardon. Dans beaucoup de cas, le logiciel libre ça veut dire gratuit. Mais malheureusement, nous vivons dans une société capitaliste où rien ne fonctionne sans rien. Ça veut dire qu'on dit souvent, dans le cas d'une entreprise qui fournit un produit gratuit, on dit que le produit, ça sera vous. Dans le cas du logiciel libre, un logiciel libre qui est utilisé gratuitement, dans beaucoup de cas, ça veut dire que le produit, c'est le mainteneur, en fait. Et le mainteneur, potentiellement, il a besoin de manger, en fait, plus que potentiellement d'ailleurs. Il a besoin de manger aussi. Et il a peut-être besoin d'aide, tout simplement, pour maintenir le projet. Et du coup, pour que le libre soit viable, il faut y contribuer et il faut le sponsoriser. Si on reprend le XKCD de tout à l'heure, si notre petit projet ici, ici on parle de 3 sponsors qui viennent participer financièrement, monétairement au projet, et potentiellement, ça veut dire que le mainteneur, il aura moins de chances de partir en burn-out parce qu'il aura plus de motivation à venir gérer ce projet. Alors, s'il y a 3 mainteneurs qui viennent contribuer 10 $ par mois, ou 10 € par mois, pardon, 10 € par mois, c'est pas ça qui va payer le loyer. Surtout si le projet a besoin de la personne à temps plein ou que la personne ne fait rien d'autre que ce projet-là. Malheureusement, dans le logiciel libre aujourd'hui, la contribution des entreprises, notamment les entreprises, parce qu'en fait on ne va pas demander à chaque particulier de contribuer au logiciel libre, la contribution des entreprises est quand même assez faible. Je trouve que c'est un assez gros problème du logiciel libre. Ça commence à changer doucement. Par exemple, ce pledge est un consortium Open Source Pledge qui a démarré il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre, c'est tout récent, d'entreprises qui s'engagent à contribuer à des projets libres qu'ils utilisent dans leur stack professionnel à hauteur, donc pour pouvoir être acceptés dans le pledge, l'idée est de contribuer 2000 $ par an et par développeur qui travaille dans la société. Donc pour chaque salarié développeur de la société, vous contribuez 2000 $ au projet open source libre de votre choix. Alors, on peut se dire, le premier abord est de se dire, peut-être, 2000 $ par an, c'est quand même pas déconnant. En fait, ça fait 160 $ par mois. Quand on met ça par rapport au salaire d'un employé, au coût électrique des bureaux ou à l'intégralité des coûts d'une entreprise, en fait, 160 $ par mois et par employé, franchement, c'est pas énorme. Ça ne va pas non plus permettre à l'intégralité des développeurs de logiciels libres de vivre, parce qu'au final, pour un salaire à 2000 $ par an d'un développeur à temps plein sur un logiciel libre, ça veut dire qu'il lui faudrait entre 10 et 20 sponsors, ça reste quand même beaucoup. L'autre solution, c'est bien évidemment de donner du temps au projet pour y contribuer. Donc déjà, si vous cherchez à contribuer à un projet, mon premier conseil, ça va être n'arrivez pas
en contribuant juste une grosse fonctionnalité de premier abord. Donc ici on voit une pull request qui a 12 000 additions et 338 suppressions. Donc on peut supposer que c'est une grosse nouvelle fonctionnalité. Si vous arrivez à vous dire je vais aller faire du bénévolat dans une association, mettons que vous vous dites je vais aller faire du bénévolat au Resto du Cœur, vous n'arriveriez pas du jour au lendemain en disant ah bah non, votre truc il marche pas, on devrait faire ça, ça, ça et ça, et changer les choses de telle manière, casser tel truc. C'est pareil dans le logiciel libre en fait. Vous arriveriez en commençant à contribuer simplement à votre petite échelle, et au fur et à mesure, vous pourriez potentiellement avoir de plus en plus d'influence pour pouvoir proposer des plus gros changements. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entreprises cherchent à contribuer à des logiciels libres, c'est pour avoir de l'influence sur les décisions qui sont prises dans ces projets. Et du coup, au fur et à mesure de votre avancée dans le projet, vous allez avoir de plus en plus d'influence, mais vous allez également mieux comprendre les enjeux et pourquoi telle décision a été prise. Et du coup, la chose qui vous semblait aberrante à la base, eh bien peut-être qu'elle va toujours vous sembler aberrante, mais que ça va être plus une question d'historique. Et du coup, vous allez proposer des modifications qui vont rendre la chose moins aberrante en faisant moins de cassage par rapport à l'historique du fonctionnement. Donc commencez en arrivant et en corrigeant les problèmes faciles. Tout à l'heure, je parlais des petits bugs signalés et corrigeables facilement. Et bien, cette fois-ci, en arrivant et en cherchant à contribuer sur un nouveau projet, c'est votre tour à vous d'aller chercher à résoudre les petits quick fix, les bugs faciles à résoudre. Et enfin, si votre objectif, c'est de contribuer régulièrement à un projet, alors, ça nous arrive à tous de faire une contribution par-ci par-là parce qu'on utilise un projet, on détecte un bug et on va aller faire une proposition pour une contribution pour juste corriger le bug. Là, l'idée, c'est véritablement de s'investir dans le projet. À ce moment-là, je vous invite fortement à communiquer avec les mainteneurs. Regardez si le projet a une réunion publique à laquelle vous pouvez participer. Si ce n'est pas le cas, envoyez un mail au mainteneur principal en lui disant juste que vous êtes intéressé pour vous investir dans le projet, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez aider et de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Ça va permettre aux mainteneurs de savoir que vous n'êtes pas là juste pour faire une contribution par-ci par-là, que vous cherchez à vous investir dans le projet, et également du coup de pouvoir vous guider sur ce dont ils ont besoin. Voilà, avec toutes ces choses-là, j'espère qu'on pourrait potentiellement essayer de transformer la dernière image ici de ce que font véritablement les développeurs de logiciels libres en la personne qui travaille la nuit dans son lit avec le conjoint qui dort à côté. Alors, peut-être pas en ça, mais au moins quelque chose de viable, parce que le logiciel libre, c'est viable, et c'est bien souvent mieux que le logiciel propriétaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Là, je pense qu'on a encore 5 minutes, donc peut-être une ou deux questions. Sinon, par email ici ou sur Mastodon en dessous. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, donc la question c'est le question financement par les employeurs est plus facile quand il s'agit de gros projets qui sont déjà dans des fondations telles que la CNCF, qui a beaucoup d'argent, et comment bootstrapper un petit projet qui démarre et qui du coup ne va pas avoir l'appui d'une grosse fondation derrière. Alors, déjà, j'ai envie de dire que tous les petits projets de la CNCF ont démarré en étant bootstrappés et en étant petits aussi. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont démarré en faisant pas partie de la CNCF.
J'ai envie de dire que déjà, si le projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, si le projet il est professionnel, c'est-à-dire que le besoin il vient de l'employeur, bah, en fait, vous n'avez aucune raison de résoudre un problème de votre employeur sur votre temps libre. Donc à ce moment-là, c'est effectivement un problème de votre employeur. Il n'y a aucune raison de ne pas bootstrapper ce projet sur votre temps de travail. Du coup, potentiellement, à ce moment-là, vous avez déjà une mini-communauté qui est vous et vos collègues. Et par la suite, l'idée, j'aurais envie de dire, ça va être une fois que vous avez quelque chose qui peut arriver en production, commencer à en parler. C'est-à-dire que commencer à communiquer autour de ce projet, donc soit en faisant des billets de blog sur le blog de la boîte, en venant discuter à des conférences comme celle-ci. C'est ça qui va permettre d'avoir des gens qui vont entendre parler du projet, qui vont se dire ah bah c'est sympa, ou alors c'est petit, il y a des choses à faire dessus encore, mais l'idée m'intéresse, et de commencer à construire une communauté en fait. En soi, c'est un métier d'être community manager, je pense. C'est pas tout à fait le même que d'être développeur. Mais il faut bien qu'on le fasse un petit peu parce que c'est un peu tôt dans ces projets-là pour avoir quelqu'un de dédié à ça. Mais voilà, j'ai envie de dire c'est la communication principalement qui permettrait de commencer à construire une communauté. Oui. Alors, donc j'ai dit tout à l'heure que chaque SIG avait besoin de 2 sponsors qui s'assurent que la SIG est viable et que la SIG fonctionne correctement. Donc les sponsors, c'est des membres de chacun des 2 comités. Donc ça peut être soit 2 membres du comité technique, soit 2 membres du comité de gouvernance, soit un membre de chacun des 2 comités. L'idée est d'avoir de la redondance, notamment le comité de gouvernance, étant donné que les membres du comité de gouvernance ont un mandat de 2 ans. Ça veut dire que tous les 2 ans, alors généralement il y a plusieurs mandats qui se font, hein, mais potentiellement au bout de 2 ans, la SIG peut perdre un des 2 sponsors. Le fait d'en avoir 2, ça permet d'avoir de la redondance. Mais du coup, c'est sur les deux comités, ça peut être n'importe quel membre des 2 comités, en fonction de l'intérêt de la personne, en fonction des besoins. Voilà. Pouvoir particulier ou c'est juste à quelle heure pouvoir en fait? Alors, ils n'ont pas de pouvoir particulier. Leur rôle est plus, par exemple dans la SIG Go, le sponsor de la SIG Go vient globalement une fois par trimestre sur le call qu'on a toutes les semaines. Et en gros, une fois par trimestre, il vient juste voir comment la réunion se passe. Et généralement, on en a une autre juste après avec lui, juste avec les mainteneurs, qui permettent, nous, entre mainteneurs, de remonter les problèmes, de signaler potentiellement des problèmes de communication qu'on aurait entre nous, ou juste des choses qu'on voudrait discuter avec eux, en fait. Ça nous permet effectivement de pouvoir peut-être remonter à l'échelon supérieur de ce qui pourrait se passer. Si une comparaison qui n'est pas dans l'informatique, ma femme, qui est au fond de la salle, qui est trésorière d'une association, donc qui est une association qui est une filiale Haute-Garonne d'une association nationale. Régulièrement, ils se retrouvent entre tous les trésoriers au national pour discuter avec le trésorier général, ce qui leur permet de remonter les problèmes, ce qui leur permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe au niveau du dessus. Et en fait, c'est un peu la même chose de ce qui se passe avec les sponsors, je pense. Dernière question, là-bas. Des contributeurs occasionnels, Oui. comment vous maintenez l'équilibre en fait, est-ce que vous avez suffisamment de mainteneurs pour gérer l'activité des contributeurs occasionnels? Je pense par exemple au PR, parce qu'à un moment donné, tu as dit qu'il y avait 17 personnes qui avaient contribué sur le mois d'octobre et tu as laissé sous-entendre qu'il y avait 3 mainteneurs, et donc du coup, comment vous arrivez à gérer Alors la SIG Go est un peu particulière à l'heure actuelle parce que on est 5 mainteneurs, un triageur. Donc on est en gros, étant donné que OpenTelemetry fonctionne beaucoup avec des gens qui sont mandatés par leur employeur pour venir contribuer, au fur et à mesure du temps, les gens cherchent tous beaucoup à évoluer vers le rôle de mainteneur et s'arrêtent assez peu au rôle de triageur en mode j'ai pas le temps de contribuer plus. Pour le coup, le triageur qu'on a, lui, il fait ça sur le côté. Et du coup, ça m'étonnerait qu'il ait beaucoup plus le temps de monter sur le rôle d'approuveur. Ça dépend des SIG. Sur ta question, pardon, j'ai pas reformulé la question, j'ai oublié. Donc la question était, est-ce que vous arrivez sur les rôles à gérer correctement l'afflux de pull requests par rapport à ce que les mainteneurs et le nombre de pull requests qu'il y a et à merger tout. Ça dépend des SIG. La SIG Go, on n'a pas trop de problèmes là-dessus parce qu'effectivement, on est beaucoup de mainteneurs.
il y a d'autres SIG qui ont plus de difficultés là-dessus. Par exemple, moi je regarde de loin, j'y contribue peu, mais je la regarde de loin, la SIG Ruby. C'est plus par un intérêt personnel. Ruby, c'est mon langage, mon premier amour, quoi. Et Ruby, ils ont un peu de mal, notamment à suivre la spécification. C'est-à-dire que les difficultés va souvent être pas tellement d'avoir des pull requests et de les merger sur cette SIG-là. Ça va véritablement plutôt être de suivre les modifications de la spec et de les appliquer au code. Parce que les gens ne sont pas forcément hyper intéressés de suivre les modifications de la spec. C'est un peu le côté chiant de lire une spec qui est assez administrative et de l'adapter en code. Et à l'opposé, le collecteur, qui lui a une activité qui est une bonne cadence. Donc moi je suis triageur sur le collecteur. Lui, là pour le coup, a besoin de beaucoup plus de personnes qui vont venir contribuer pour faire justement un pré-tri avant que la pull request soit mergeable. Et il est assez fréquent d'avoir une pull request où personne ne va répondre pendant 10 jours parce que en fait, elle est ratée, il y a tellement de bruit. Il y a une SIG, justement, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est Contributor Experience, qui cherche justement à trouver les bonnes solutions, je finis ma phrase, à trouver les bonnes solutions pour favoriser cette contribution, l'accueil des contributeurs dans le projet. Alors la SIG démarre tout juste, donc il n'y a pas véritablement de gros retour de cette SIG-là à l'heure actuelle. Mais peut-être que justement, pour en revenir à la première question, ce qui permet de faire un loop sur la fin, peut-être que sur un projet qui bootstraperait, voir ce que va proposer cette SIG sur l'expérience contributeur peut être intéressant, je pense, pour d'autres projets. Ouais, voilà. À nouveau, c'est vraiment tout est un flocon de neige et il n'y a pas de problématiques qui sont similaires, quoi. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Merci à tous et bonne journée.